Plateau d'information, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Premier ministre sénégalais à Nouakchott, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Yahya Al-Haddamine ont eu ce soir un entretien en tête-à-tête élargi par la suite aux membres des deux délégations. Lancement des travaux de renforcement et d'extension de la voirie de Nouakchott. 40 km de voirie sont visés par ce projet. L'ONU, à travers son envoyé spécial en Libye, appelle à remettre le pouvoir au gouvernement d'union nationale. Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine et son homologue sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne, arrivés plus tôt dans la journée à Nouakchott, ont eu ce soir des entretiens en tête-à-tête centrés sur la coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer. La rencontre a été ensuite élargie aux membres des deux délégations qui ont entamé la discussion des différents dossiers de coopération existants entre les deux pays frères. Le Premier ministre sénégalais était arrivé en début d'après-midi à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. Il a été accueilli à la passerelle de l'avion par son homologue Yahya Al-Haddamine, Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, et était également présent à l'accueil du Premier ministre sénégalais, le Wali de Nouakchott, le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott, ainsi que les 2 ambassadeurs sénégalais et mauritaniens. Le Premier ministre sénégalais est accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie, Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Omar Gueye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Saïdou Gueye, ministre auprès du Premier ministre porte-parole officiel du gouvernement, et Mansour Eliman Khan, ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement. Et nous restons dans ce volet coopération pour souligner que le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a par ailleurs reçu en audience le ministre turc des Forêts et des Affaires d'eau, professeur Faisal Eroglu. L'entrevue à laquelle ont assisté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mohamed Abdallah Oulouda'a, le directeur de cabinet du Premier ministre Mohamed Jibril, ainsi que l'ambassadeur de Turquie dans notre pays, a porté sur les différents domaines de coopération entre notre pays et la Turquie. Le renforcement de cette coopération entre notre pays et la Turquie s'est concrétisé par la signature de 3 conventions dans les domaines de l'hydraulique, de l'assainissement, de la protection des ressources naturelles et de la météorologie. Convention que le ministre turc des Forêts et des Affaires des eaux a paraphée avec ses homologues mauritaniens de l'équipement et des transports, de l'environnement et du développement durable et de l'hydraulique et de l'assainissement. Bokar Bailaba nous en dit plus. La visite a été marquée par la signature de plusieurs protocoles de coopération.
Le premier porte sur les échanges de compétences et de coopération scientifique, technique et en matière de formation dans le secteur de l'hydraulique. Il a été signé côté mauritanien par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Abdallah Ouda, et côté turc par le ministre des Eaux et Forêts, M. Veysel Eroglu. S'exprimant en cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a souligné que cet accord va donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans les différents domaines, tout comme il concrétise la volonté des deux parties de préserver leurs ressources hydriques et de leur exploitation au service des citoyens. De son côté, le ministre turc des Eaux et Forêts a réitéré la volonté de la Turquie de former des techniciens mauritaniens dans le domaine de l'eau et de rester aux côtés de la Mauritanie pour lui apporter le soutien nécessaire dans tous les domaines de développement. Le deuxième protocole d'accord signé entre la Mauritanie et la Turquie, c'est celui portant dans le domaine de la gestion forestière et la lutte contre la désertification. Là, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a signé côté mauritanien. Au terme de la signature, M. Hamdi Camara a souligné que la Turquie a exprimé sa disposition pour aider l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a réalisé les différentes activités programmées dans la partie réservée à la Mauritanie qui s'étend sur une longueur de 800 km et une largeur de 15 à 20 km. Pour sa part, le ministre turc a insisté sur l'importance de l'accord signé, eu égard à son rôle dans l'élargissement et la diversification de la coopération bilatérale. Le troisième accord de convention de coopération signé entre les deux pays touche le domaine de la météorologie, formation et observation de la situation climatique par satellite et par radar. Après la cérémonie de signature, le ministre turc des Eaux et Forêts a remis au ministre de l'Équipement et des Transports une station pour l'observation des éléments du climat dont l'organisme turc de météorologie à l'Office national de la météorologie destiné à améliorer le système d'alerte précoce et de prévision des phénomènes climatiques. Enfin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamdi Camara, a visité en compagnie du ministre turc des Eaux et Forêts, M. Veysel Eroglu, le bloc 5 de la ceinture verte de Nouakchott, un projet qui a démarré en 2010 pour protéger la capitale de l'avancée des dunes et de la montée des eaux. Les deux ministres ont procédé à cette occasion à la plantation d'arbustes dans ce bloc qui couvre une superficie de 8 hectares, un site situé au nord de la ville. La voirie de Nouakchott en passe d'être renforcée et rénovée. C'est la première mesure concrète prise par le nouveau ministre de l'Équipement et des Transports. Ahmed Salim Abdelraouf a en effet donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de construction et d'élargissement de 40 km de routes bitumées du réseau routier urbain de la capitale. L'ENER et la TTM ont été chargés d'exécuter ce projet d'un coût global de plus de 8 millions d'ouguiyas. À cette occasion, le ministre a insisté sur l'importance du projet qui doit permettre à notre capitale, a-t-il dit, d'avoir un visage respectable. Il permettra aussi, a-t-il dit, de relier le centre-ville à l'aéroport international de Oumotoussi, aux localités ouest de Nouakchott et à la plage des pêcheurs. Le ministre a ajouté que le pays a connu sous la présidence de Mohamed Abdelaziz un développement sans précédent dans le domaine des infrastructures. Cela, a-t-il dit, s'est reflété à travers la réalisation de nombreuses routes, d'aéroports et de ports, ce qui s'est répercuté positivement sur la vie des populations, a-t-il affirmé. Au volet de la santé, l'événement a été marqué aujourd'hui par la célébration de la Journée mondiale de la santé, placée sous le thème « Le diabète ». Et pour cause, cette pandémie affecte plus de 422 millions de personnes par le monde et entraîne le décès de 1,5 million de décès parmi elles, dont 80% au niveau des pays à faible revenu. D'où la nécessité pour le département de la santé et son partenaire l'OMS de sensibiliser l'opinion sur le danger de cette maladie et les moyens de s'en prémunir. Aminata Kana. Les chiffres sont alarmants. Plus de 420 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde cette année. Le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la santé par l'OMS est le diabète dans le but d'élargir la prévention, de renforcer les soins et d'intensifier la surveillance.
Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré qu'il existe deux principaux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, dira-t-il, se caractérise par une production insuffisante d'insuline dans l'organisme. Les personnes touchées par cette forme de diabète requièrent une administration quotidienne d'insuline. Le diabète de type 2, poursuit-il, résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Ce type de diabète représente 90% de tous les diabètes et touche de plus en plus les tranches d'âge plus jeunes. La mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique, le tabagisme, le surpoids, l'obésité sont quelques-uns des facteurs du diabète de type 2. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'OMS, Dr Jean-Pierre Baptiste, a exhorté les autorités mauritaniennes à fournir plus d'efforts pour vaincre cette maladie. En Mauritanie, il y a lieu de rappeler que, bien que l'enquête Stepwise réalisée en 2006 montre une prévalence de 6% du diabète, les études de facteurs de risque laissent supposer une augmentation importante de cette fréquence à cause du développement de la sédentarisation et le changement de mode de vie qui l'accompagne. Le docteur Moeti avait indiqué dans son message, à juste titre, qu'en vue de prévenir le diabète, chaque individu doit maintenir un poids corporel normal, faire régulièrement de l'exercice physique, adopter un régime alimentaire sain, caractérisé par une consommation suffisante de fruits et légumes, éviter ou arrêter carrément le tabac et éviter tout usage abusif de l'alcool. Pour vaincre le diabète, il est essentiel de garantir l'accès aux moyens diagnostiques de base, aux médicaments d'importance vitale tels que l'insuline et les agents hypoglycémiques oraux à tous les niveaux des systèmes de soins de santé, y compris au niveau des soins de santé primaires. L'actualité à l'intérieur du pays est marquée par l'inauguration d'une école pilote au profit des élèves de la commune de Dar el-Barka, c'est dans le Brakna. Il s'agit d'une nouvelle entreprise de l'agence Tadamoun dont la mission est justement de contribuer à l'amélioration des conditions socio-éducatives des citoyens dans les zones reculées du pays. Abdul Adamaba. La commune de Dar el-Barka, relevant de la Mokata de Bogué, dispose d'une nouvelle école. Cette infrastructure scolaire a été réalisée par l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. D'un coût global estimé à 97 millions d'ouguiya, cette école, qui comprend 8 salles de classe, des bureaux pour l'administration, a été réalisée sur fonds propres de l'État mauritanien. Maître Hamdoul Mahjoub, directeur général de l'agence Tadamoun, a visité au cours de ses déplacements les différents compartiments de cette école afin de s'enquérir de l'état de cette infrastructure scolaire. Le maire de la commune de Dar el-Barka a affirmé que la réalisation de cette école est un engagement qui avait été pris par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Il a, dans ce cadre, transmis les remerciements des habitants de la commune de Dar el-Barka au président de la République. Les habitants de cette commune ont tour à tour exprimé leur satisfaction. Ils ont indiqué que l'édification de cette école constitue une importante réalisation au grand bonheur des enfants résidant au niveau de cette commune. Cette visite à Dar el-Barka du directeur général de l'agence Tadamoun est la seconde étape au niveau de la wilaya du Brakna. Après celle effectuée au niveau de la Mokata de Mahtalajar, elle a pris fin par une cérémonie de distribution de kits scolaires au profit des élèves de cette localité. Une réalisation qui réconforte sans doute le département de l'éducation, qui se soucie autant de la qualité de l'enseignement que de la problématique des non-scolarisés. Une enquête avait été menée par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF pour identifier les causes réelles de cette non-scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans, cas des wilayas de Nouakchott Sud et du Guidimara. Les experts conviés à un atelier sur la question ont cherché à comprendre les motifs liés à cette non-scolarisation. Abdelrahman Hamad. Les motifs de non-scolarisation et déscolarisation et le profil des enfants en dehors de l'école âgés de 6 à 14 ans en Mauritanie. Tel est l'intitulé d'une étude lancée aujourd'hui par le Programme national de développement du secteur éducatif PNDSE en collaboration avec l'UNICEF.
Ouvrant les travaux de l'atelier de lancement de cette étude, la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Mme Khadijatou Mountoudoua, a indiqué que cette étude jettera les bases d'une stratégie adéquate pour lutter contre ce phénomène, conformément aux orientations des autorités publiques du pays visant à promouvoir notre système éducatif. La secrétaire générale a en outre précisé que l'objectif de cette étude est de permettre à l'ensemble des enfants mauritaniens à l'âge de scolarisation l'accès à l'enseignement afin que ceux-ci puissent gagner des paris relatifs aux aspects économiques et sociaux. L'étude lancée aujourd'hui s'attellera à mieux comprendre les motifs de la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants au moyen d'une analyse participative et plus approfondie. Partant de votre programme national de développement du secteur éducatif, PNDSE, vous avez ici une opportunité à saisir pour asseoir et définir une stratégie intersectorielle impliquant aussi bien l'éducation, les affaires sociales et l'enseignement professionnel dans un dispositif d'insertion des enfants en dehors de l'école. Cette étude contribuera, je l'espère, à apporter les raisons et les réponses adaptées pour une prise en charge efficace de ces enfants selon leur profil et leurs besoins spécifiques. Notons que l'étude en question se focalise essentiellement sur les 3 wilayas de Nouakchott et la wilaya d'Iguidimara. À Rosso, une mission conjointe du département de l'économie et des finances et la Banque mondiale a tenu sous la supervision du Wali du Trarza une réunion de concertation sur le système foncier dans la wilaya. La réunion vise à terme une meilleure gestion foncière dans les zones agricoles riveraines du fleuve Sénégal. Melika Narli. La délégation du ministère des Affaires économiques et des Finances a organisé en faveur des partenaires au développement une série de rencontres avec les autorités administratives de la wilaya du Trarza, dont en premier lieu le Wadim. Ces rencontres ont permis aux partenaires au développement de s'informer de tout ce qui a trait à la propriété foncière et domaniale, et plus particulièrement en ce qui concerne les terres agricoles. Des explications détaillées ont été présentées aux partenaires en ce qui concerne les mesures prises. À Rosso et plus précisément au Bureau régional des affaires foncières de la cartographie pour l'agriculture irriguée, les délégations ont pu se rendre compte des différentes procédures et normes appliquées à suivre en la matière pour l'obtention d'un titre, ainsi que les facilités octroyées visant à permettre un meilleur rendement. La délégation des partenaires au développement posait un certain nombre de questions relatives à cette problématique avant de se rendre non loin de Rosso, où ils ont tenu des réunions avec les agriculteurs et les présidents des associations d'agriculteurs, et ce, en présence des responsables locaux. Cet homme déclare qu'en dépit des efforts menés par le gouvernement, les associations d'agriculteurs ont un certain nombre de difficultés à relever relatifs à la production, et cela est dû, dit-il, à la qualité de la terre, aux problèmes de semences et à la disponibilisation de l'eau. Des représentants de partenaires au développement et d'organismes se sont engagés à la mise en place, en concertation avec les autorités, d'une feuille de route pour appuyer les efforts déployés par le gouvernement. Tous pour garantir une bonne santé pour les enfants attardés du langage. C'est le thème d'une rencontre organisée par l'ONG Les Beik à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. L'objectif étant de sensibiliser l'opinion sur la problématique liée aux enfants attardés du langage. Cette activité, parrainée par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, était pour l'occasion le chargé de mission dans ce département de rappeler le soutien financier accordé par l'État aux associations et ONG opérant dans ce domaine et qui aura atteint cette année 85 millions d'ouïas alors qu'il ne dépassait guère les 2 millions par le passé. De son côté, le secrétaire général de l'ONG Les Beik des enfants attardés du langage a mis en relief les efforts entrepris par le département des affaires sociales en vue de la promotion de l'enfance. Il a souligné que son association poursuit pour la 2e année consécutive des efforts d'identification, de diagnostic et de traitement des enfants attardés du langage et leur insertion dans la société. Le Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue, l'information et le développement et l'institution allemande Hans Scheidel
ont organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque scientifique sur la politique de décentralisation et la dualité sécurité et développement, le bilan et les perspectives de 30 ans de décentralisation en Mauritanie, le rôle de celle-ci dans l'ancrage de la démocratie et du développement économique à travers la décentralisation et les sources locales de financement ainsi que les pouvoirs et attributions accordées aux collectivités locales et leur tutelle ont fait l'objet d'un exposé présenté à ce colloque la directrice générale adjointe des collectivités régionales du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mme Fadimetou Tel Mokhtar Al-Hassan, a précisé que le système de la décentralisation appliqué par la Mauritanie vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans le cadre de la stratégie nationale élaborée et fondée sur la bonne gouvernance et la gestion optimale des ressources du pays. Quant au président du centre Ibn Khaldoun, Dr Mohamed Mahmoud Sid Ahmed, a précisé dans ce cadre que la décentralisation est fondée sur le principe d'attribution des pouvoirs décisionnels ainsi que les attributions entre l'autorité centrale et les démembrements au niveau régional et les collectivités diverses de manière à permettre l'interaction à la fois des rôles de l'autorité régionale et locale à travers la formalisation des missions administratives propres à améliorer l'efficacité de son rôle dans la prise en charge des responsabilités permettant l'implication des populations locales dans le processus du développement local. Il a ajouté dans ce cadre que l'approche de l'exécution décentralisée des plans de développement est intimement liée aux facteurs sécuritaires et leur impact direct sur le processus, ce qui confirme tout l'intérêt porté à la relation sécurité et développement. Pour sa part, le représentant de l'institution allemande Hans Scheidel, le professeur a souhaité que les différents exposés discutés dans ce colloque contribuent à la sensibilisation des acteurs du développement autour de l'importance de la décentralisation comme choix et pivot de développement. Nouadhibou a abrité hier un meeting populaire organisé par le Forum national pour la démocratie et l'unité. Les leaders du forum ont abordé au cours de cette rencontre ce qu'ils ont appelé la situation économique difficile que vit le pays dans les différents domaines, en particulier les secteurs de la pêche et des mines et la façon dont la zone franche réagit aux problèmes des citoyens. Plusieurs intervenants ont été unanimes pour reconnaître la dégradation du niveau de vie des populations et de la hausse des prix, relevant leur aspiration au changement et leur attachement à la Constitution de 1991 et ses amendements, considérant que c'est important pour la stabilité du pays. Le président en exercice du forum et président du parti Hatem, Salih Al-Hanan, a quant à lui abordé la vision du FNDU par rapport à la situation dans la ville de Nouadhibou. Un autre parti politique était également en activité, mais cette fois-ci sur le plan social. Il s'agit du parti Sawab qui a organisé aujourd'hui pour la 5e fois sa journée nationale de don du sang. Les manifestations de cette journée ont commencé tôt le matin au Centre national de transfusion sanguine par l'accueil des donneurs bénévoles qui se sont rangés en plusieurs rangs devant le véhicule de la santé équipé des instruments et matériels nécessaires pour la circonstance. Le président du parti Sawab, Abdessalam Oulharma, dans un mot pour la circonstance, a su gré à tous ceux qui ont réagi par rapport à cette journée, relevant l'intérêt pour les hôpitaux nationaux de disposer de sang, matière, eau demeurant indispensable pour la vie. Et pour clore cette page nationale, le mouvement pour un nouveau type de Mauritanien, Convergence, a vu aujourd'hui le jour. Il s'agit d'une organisation qui a choisi sa participation dans la promotion de la démocratie, de la justice et du développement. Le mouvement prône un retour à valeurs cardinales et s'engage à mener un combat quotidien en faveur de la promotion du capital social dans toute sa composante. Il rejette tout ce qui contribue à la déchéance, à la diffusion des hommes.
En Libye, le gouvernement d'union a renforcé son autorité en prenant le contrôle du site internet des autorités non reconnues de Tripoli, dont le chef fait de la résistance. Le premier ministre désigné de ce gouvernement, Faiz al-Sarraj, a réussi depuis son arrivée à Tripoli le 31 mars à engager de nombreux soutiens, dont celui d'institutions économiques. Il a aussi obtenu le ralliement des autorités non reconnues qui contrôlaient la capitale depuis août 2014. Mais le chef de ce gouvernement parallèle, Khalifa Gouail, a surpris en annonçant hier soir qu'il refusait de partir et qu'il demandait à son cabinet de rester en poste. Il était difficile d'évaluer ce jeudi le soutien dont bénéficie Gouail, un ingénieur de Misrata, une ville située à 200 km à l'est de Tripoli, d'où sont originaires des milices ayant combattu les forces de Muammar Kadhafi durant la révolte de 2011. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre sénégalais à Nouakchott, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Yahya Al-Haddamine ont eu ce soir un entretien en tête-à-tête élargi par la suite aux membres des deux délégations. Lancement des travaux de renforcement et d'extension de la voirie de Nouakchott. 40 km de voirie sont visés par ce projet. L'ONU, à travers son envoyé spécial en Libye, appelle à remettre le pouvoir au gouvernement d'union nationale. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.